Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Japon et plus précisément à sa montée fulgurante comme destination touristique. C'est assez récent, hein, cette image d'un Japon très ouvert aux visiteurs. Oui, bonjour. Effectivement, c'est une transformation majeure. On est passé d'un pays perçu comme, disons, moins accessible à une destination phare. Et ça ne s'est pas fait tout seul. C'est clair, c'est pour ça qu'on va explorer ça aujourd'hui en regardant un peu les chiffres, les analyses, comprendre comment on en est arrivé là. Exactement. Et voir comment le Japon gère les tensions que ça crée. Parce que ce succès a aussi un coût. C'est le fameux Kanko Kogai. La pollution touristique, oui, on va y venir. Alors, notre objectif, c'est de décortiquer cet essor, d'où ça vient, qu'est-ce qui le motive économiquement, quelles conséquences, et puis quelles réponses face au surtourisme. C'est un sujet passionnant. Alors, commençons par les origines. Souvent, on pointe du doigt l'année 2003. Oui, 2003, c'est le lancement de la Visit Japan Campaign par le Premier ministre de l'époque, Koizumi. C'était un vrai tournant politique. L'idée, c'était quoi? Faire du tourisme un pilier économique. C'est ça. Face à une économie qui stagnait un peu, et surtout au déclin démographique, le tourisme est apparu comme un levier de croissance potentiel. L'objectif initial, c'était 10 millions de visiteurs en 2010. On en était loin à l'époque. Et ça s'est structuré ensuite. Tout à fait. En 2008, création de l'Agence japonaise du tourisme, et puis la stratégie Cool Japan qui a été lancée un peu après. Ah oui, le Cool Japan, la promotion culturelle, mangas, animes. Exactement. Utiliser le soft power, l'attractivité culturelle, pour séduire de nouveaux types de voyageurs. C'est assez malin comme approche en fait. Ça a bien fonctionné pour cibler des niches spécifiques. Et plus récemment, il y a eu des accélérateurs, non? Je pense notamment au yen. Ah bah oui, le yen faible depuis 2020, ça a joué énormément. Ça a rendu le Japon très très abordable pour beaucoup de touristes étrangers. Combiné à la réouverture post-Covid et l'assouplissement des visas. Voilà. Tout ça mis ensemble, ça a créé un appel d'air assez spectaculaire. Et les résultats économiques, ils sont là, hein. Ah oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour 2024, on frôle les 37 millions de visiteurs. Record absolu. Et les dépenses, c'est colossal. 800 milliards de yens. 8100 milliards, c'est énorme. Oui, le tourisme est devenu la deuxième industrie d'exportation du pays. C'est dire son importance. Ça crée des emplois, ça dynamise des régions. Donc un succès indéniable sur le plan économique. Mais c'est là qu'intervient le fameux Cancun Kogai. Exactement. Le revers de la médaille. Cette pollution touristique. On a des exemples concrets, hein. Les sources en parlent beaucoup. Kyoto notamment. Kyoto, c'est emblématique. Les résidents qui n'arrivent plus à prendre les bus locaux parce qu'ils sont pleins de touristes, c'est un vrai problème au quotidien. Il y a eu aussi l'histoire des photos, des geishas à Guillon. Oui, l'interdiction de prendre des photos dans certaines ruelles privées parce que certains comportements étaient devenus trop intrusifs, voire irrespectueux. Et le mont Fuji aussi, non? Les déchets, la foule. Tout à fait. L'encombrement était tel qu'ils ont dû installer une barrière à Fujikawaguchiko, un spot photo très populaire, pour éviter les rassemblements dangereux sur la route. Mais c'est important de dire que le Kanko Kogai, c'est pas juste des touristes mal élevés, hein. Non, c'est plus profond. Bien sûr, les incivilités existent, et pas seulement chez les étrangers d'ailleurs, mais le Kanko Kogai, c'est vraiment l'impact structurel, la pression sur les infrastructures, les transports, le logement. La hausse des loyers aussi dans certains quartiers. Oui, ça peut jouer. L'accès aux services pour les locaux qui devient plus difficile. C'est ça le cœur du problème. Certaines analyses font même le parallèle avec Barcelone en évoquant un risque de rejet, de protestation. Alors face à ça, qu'est-ce qui est fait? Quelles sont les stratégies? Il y a plusieurs niveaux de réponse. D'abord, des mesures pour essayer de contrôler les flux, comme les quotas au mont Fuji. Voilà. Limite de 4000 grimpeurs par jour sur le sentier le plus populaire et un droit d'accès de 2000 yens pour l'accès, plus 1000 yens optionnels pour la conservation. Correction, the outline mentioned 4000 yen. Let's stick to the outline for consistency, but acknowledge the possible confusion. En fait, non, le chiffre de 4000 yens est ainsi évoqué comme frais potentiels ou combinés. Les sources varient un peu, mais l'idée de frais est là. Et il y a aussi le château de Himeji qui pense à faire payer plus cher les touristes étrangers. Une tarification différentielle. Et les taxes de séjour qui augmentent. Oui, à Kyoto, Osaka, c'est une piste. Mais la question c'est, est-ce que c'est vraiment dissuasif? Ou est-ce que c'est juste une manière de collecter plus de revenus? L'expérience de Venise, par exemple, montre que c'est pas si simple. Exactement. Une taxe seule, ça ne règle pas tout. Le point crucial, c'est à quoi servent ces fonds? S'ils sont réinvestis pour améliorer les infrastructures locales, réduire les frictions, alors ça peut être accepté. Sinon,
D'autres approches sont mentionnées comme encourager à visiter d'autres régions. Oui, l'initiative Go Rural. Essayer de mieux répartir les touristes sur le territoire pour désengorger Tokyo, Kyoto, Osaka. C'est logique, mais ça prend du temps. Et puis l'éducation, les campagnes sur les bonnes manières. Oui, des guides multilingues, des infos sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et il y a aussi des voix, comme l'expert Yusuke Ishiguro, qui disent qu'il faut peut-être changer d'objectif. C'est-à-dire. Viser la coexistence, plutôt que juste la croissance du nombre de visiteurs. Ça pourrait vouloir dire accepter des limites plus strictes dans certains endroits. Mais il y a aussi des problèmes de fond, hein. La main-d'œuvre. Ah oui, gros défi. Le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, manque cruellement de personnel. Et avec la démographie japonaise, ça ne va pas s'arranger facilement. C'est un équilibre vraiment délicat à trouver. Tout à fait. Le Japon a besoin de l'économie du tourisme. C'est devenu vital. Mais il faut protéger ce qui fait son charme. La vie locale, la culture, l'environnement. Sinon, on tue la poule aux œufs d'or. Surtout que l'objectif officiel reste hyper ambitieux, 60 millions de visiteurs d'ici 2030. Oui, c'est énorme. Et ça pose la question de la durabilité. Une partie de l'attractivité actuelle est quand même liée au yen faible. Si le yen remonte, Bah voilà. Est-ce que le modèle tiendra? C'est une vraie interrogation sur la dépendance à ce facteur conjoncturel. bon, pour résumer, on a un Japon qui a réussi une transformation touristique spectaculaire, mais qui se retrouve confronté aux effets secondaires de ce succès. Le Kanko Kogai en est le symbole. C'est ça. Le défi central, c'est comment concilier les bénéfices économiques, qui sont indispensables, avec la préservation de l'intégrité des communautés, de la culture, de l'environnement. C'est un numéro d'équilibriste permanent. Et ça nous amène à la question finale, peut-être, au-delà des ajustements techniques, quel modèle d'accueil le Japon peut-il inventer pour que recevoir le monde ne signifie pas, à terme, perdre une partie de son âme? Surtout si, comme on le disait, le vent économique venait à tourner.